Voyageurs de passage, fraternité, amis, bienvenue pour ce cours d'un niveau plus haut. Alors certes, je n'ai pas encore monté la vidéo où j'explique la répartition des cours, mais elle ne saurait tarder. Je vous expliquerai tout de même de quoi il s'agit pour ce cours destiné à ce qu'on appelle les débutants. Alors, les cours pour débutants ont une forme différente de celle des grands débutants parce que nous travaillons directement sur des textes complets que nous traduisons et cette traduction est entièrement guidée. Pour chaque portion du texte, je vous remets les mots dans l'ordre, je vous les surligne, je vous accompagne pour tout, pour le vocabulaire, pour la grammaire, etc. C'est la méthode de maman qui est dans l'eau du grand bassin et qui vous tend les bras pour que vous veniez. La méthode de papa viendra bientôt une fois que vous aurez dépassé ce niveau-là. Le niveau débutant est donc déjà un niveau du grand bassin. Alors, à qui est-il destiné? Il est normalement destiné à des gens qui ont dépassé le stade de grands débutants, qui ont déjà vu des cours où l'on aborde successivement les points de la grammaire latine les uns après les autres. Pour autant, ce cours, cher grand débutant, ne vous est pas du tout interdit. Au contraire, vous avez l'opportunité de vous asseoir à côté des autres et de regarder comment on travaille à un niveau plus haut, pourquoi pas de retenir quelques éléments que vous avez déjà vus. D'ailleurs, c'est un bon test pour savoir où vous en êtes dans les cours de grands débutants. Avant de les finir, vous pouvez déjà venir suivre les cours pour débutants ici. À qui d'autre ces cours sont-ils destinés? Aux élèves de licence dans les universités. Élèves de licence qui doivent impérativement avoir le niveau et avoir les capacités de traduire ce que je vous montre ici en fin de licence. Ce niveau est devenu aujourd'hui très difficile à atteindre parce que l'enseignement des langues anciennes est complètement tombé en désuétude. C'est une catastrophe, donc ne culpabilisez pas. Il est normal que vous n'ayez pas le niveau. Mais si vous le voulez, si vous avez de la hargne, eh bien ces vidéos-là sont à disposition. Voilà. Et vous y allez, il y en aura une douzaine, l'équivalent d'un semestre. Vous en mangez une par semaine. Voilà. Ces vidéos sont aussi bien sûr destinées aux curieux. Alors, nous nous retrouvons sur le tableau de Vercingétorix qui jette ses armes aux pieds de César, d'un certain Royer, un peintre qui vécut au XIXe siècle en France. Je ne vais pas faire d'histoire de l'art aujourd'hui, je ferai une vidéo pour les grands tableaux représentant les événements principaux de l'histoire romaine un jour ou l'autre. C'est tout à fait passionnant, ces tableaux sont peints à des époques données, dans des styles différents et pour des raisons différentes de ce qu'on peut imaginer. Mais pour le moment, je le laisse en arrière-fond, vous pourrez aller regarder sur internet ce qu'il en est ou dans des ouvrages d'histoire de l'art. En quoi va consister le cours aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons traduire donc le début de la guerre des Gaules de Jules César. Quelle guerre des Gaules? Alors, je fais une mini-introduction, on est vraiment dans un cours de grammaire aujourd'hui. La guerre des Gaules, c'est ce texte que Jules César a écrit, où il raconte la manière dont il a, comment dirais-je, pacifié la Gaule, qui est un terme d'une extrême politesse pour dire conquérir la Gaule. Alors, contrairement à une idée reçue, César n'y est pas allé avec ses bottes sales et tachées et à écraser tout ce qui bougeait. C'était impossible, il n'avait pas la force de le faire et les conquérants ont très rarement la force de le faire, enfin rarement, ont moins souvent que ce qu'on imagine la force de le faire, n'exagérons rien. César a joué sur les divisions qui existaient entre les populations gauloises à l'intérieur de la Gaule et entre les populations plus ou moins extérieures, comme les Helvètes, nos chers voisins suisses, ou les Germains. Ces divisions, ces guerres intestines, il a joué dessus, c'est-à-dire que cette guerre a été gagnée grâce à la diplomatie. Certains groupes à l'intérieur l'appelaient à l'aide parce qu'ils étaient agressés par d'autres groupes,
Donc il les aidait, et au fur et à mesure des aides qu'il donnait, eh bien, il mettait la main mise sur tel ou tel territoire, il se faisait des alliés, il répartissait les populations. C'est quelque chose qui nous choque aujourd'hui, mais oui, à l'époque, on peut répartir de grandes populations d'un coup. Bon, nous allons attaquer le texte directement aujourd'hui. Je ferai aussi des vidéos un jour ou l'autre sur l'histoire romaine, mais la priorité pour le moment, c'est la grammaire. Alors, mon texte s'appelle De Bello Gallico. Très classiquement, le titre est introduit par la préposition de, qui signifie au sujet de. Au sujet de quoi? Au sujet de bello, bello de bellum, la guerre, gallico, c'est-à-dire la guerre gauloise, littéralement au sujet de la guerre gauloise, que nous traduisons par la guerre des Gaules. Ça, c'est un détail, mais souvent, pour ceux qui passent les concours, si vous avez un titre, veillez à le traduire, sauf si on vous indique de ne pas le faire. Quelle est la difficulté, quelles sont les difficultés de ce texte qui vous le rendront intéressant? On y retrouve beaucoup de propositions relatives, avec une qui va être dite prédicative. Je vous rappelle que la proposition prédicative, c'est de type qui aime bien châtie bien. On travaillera la continuité thématique. Le thème, grosso modo, c'est de quoi parle le texte, et le sujet peut varier d'un moment à l'autre. On parle d'un peuple, puis d'un autre, puis on revient au premier. Donc vraiment, on a des difficultés de gens qui commencent le latin. On reverra quelques adjectifs numéraux, des superlatifs, je crois qu'il y en a un ou deux, il y a quelques superlatifs. Les pronoms réfléchis ou non réfléchis, il y en a peu, mais ce sera déjà quelque chose. Et un accusatif d'objet interne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la proposition relative et la continuité thématique. Alors, voici notre texte. De bello gallico limer premus. Je vous lis d'abord le texte, une fois en latin, puis nous faisons la traduction au fur et à mesure. Ça, c'est la deuxième étape et dernière étape qui sera en toute fin de vidéo. Je remets ce texte latin, mais cette fois-ci, je lis en français. Je fais directement la traduction et vous suivez le texte latin. Alors il y a des gens qui ont besoin d'abord d'entendre une traduction bien faite et ensuite de regarder comment le traducteur s'est débrouillé. Vous faites comme vous voulez, à ce moment-là vous cliquez sur la fin puis vous revenez ici. Alors je dis Gallia est omnis divisa in partes tres, quorum unam incoluns Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Gallia appellantur. I omnes lingua institutis legibus inter se differunt, Gallos ab Aquitanis garumna flumen, a Belgis matrona et sequana dividit. Aurum omnium fortissimi sunt Belgae, propter quod accultuat humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque, ea quae ad effeminandos animos pertinent important. Proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Quade causa elueti, quoque reliquos Gallos virtute precedunt, quod fere quotidianis proedis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictest, initium capit a flumine Rodano, continetur Garumna flumine, oceano finibus Belgarum
tingite etiam absequanis et eluetis flumen renum vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Reni, spectant in septentrionem et orientem solem, Aquitania agarumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani qua est ad Hispaniam pertinet, spectat inter ocassum solis et septentriones. Maintenant que nous avons lu le texte, nous pouvons comprendre qu'il est question de peuple. Ça c'est votre deuxième étape quand vous êtes seul. Vous repérez déjà ce que vous comprenez grosso modo. Je pense que vous repérez des noms de population, Galliae, Belgae, Celtae, ce genre de choses. Et à la fin, que vous retrouvez du vocabulaire effectivement de la guerre, Bellungerunt qu'on voit ici, et puis du vocabulaire, dirons-nous, géographique, des mots indiquant la proximité, proximique, les fleuves, comme la Garonne, l'océan, etc., septentriones, le septentrion. Bon, nous avons donc affaire à un texte, un incipit, qui est de nature très descriptive, très pédagogique. César explique déjà où il va mettre les pieds. Alors, je vous ai déjà traduit le titre, De bello gallico, donc des demande un ablatif. C'est une préposition qui demande un ablatif, et le neutre bellum devient bello à l'ablatif. Je le rappelle encore une fois, mais pour dire beau, on emploiera pulcher, pulcra, pulcrum, même si bellus existe, c'est pulcher qui domine. Gallico est un adjectif épithète de bello, qui signifie la Gaule. Et ne faites pas l'erreur, en romain, Gallicus a deux L, très bien, mais en français, Gaule n'a qu'un seul L, sauf pour le général, bien évidemment. Liber, pour rappel, est un masculin, et le liber désigne d'abord une partie de l'écorce de l'arbre et signifiera le livre ensuite. Primus, enfin, est un adjectif ordinal. Comment ne plus confondre les adjectifs ordinaux, numéros ordinaux et numéros cardinaux? Eh bien, tout est dans l'expression. Ordinal signifie que l'adjectif met dans l'ordre premier, deuxième, troisième, etc. Donc là, on a primus, prima, primum, adjectif de première classe, qui s'accorde tout simplement avec le nom, très classiquement. Prenons la première phrase. Gallia est omnis divisa in partes tres, quanrum unam incoluns belcae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur. Alors, le premier réflexe qu'on doit avoir devant une phrase comme celle-là, c'est de chercher le verbe. On vous l'a répété 1 million de fois. Très bien. Chercher les verbes. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche les verbes? Parce qu'autour d'un verbe, on a une proposition avec un sujet, un complément. Et c'est là qu'on arrivera, grâce entre autres à ce moyen-là, qu'on arrivera à autopsier notre grand corps qui est ici, là, à couper là où il faut. Alors, vous avez des ponctuations, faites très attention aux ponctuations. Je crois que je l'ai corrigé un petit peu celle-là. Surtout dans les textes qui ont été faits par des germaniques, des Allemands, excusez-moi. La ponctuation n'est pas tout à fait la même en Allemagne et en France. Alors effectivement, je vais chercher des verbes, regardez, je vous les ai mis en rouge, j'ai mis est, j'ai fait exprès, dit oui, ça, de ne rien mettre. On va revenir à dit oui, ça, j'ai mis est, j'ai trouvé incolun, j'ai trouvé appellantur. Je dois avoir 3 propositions, il y en a une qui sera la principale. L'avantage de César, c'est que c'est une prose très classique, il n'y a pas de piège particulièrement chez lui. Bon,
comment je fais pour pour délimiter les propositions? Eh bien, je peux chercher des pronoms relatifs, je peux chercher des conjonctions de subordination, ce genre de choses. Ce genre de choses. Je trouve quorum ici, je trouve quorum. Bon, ça c'est bien, je trouve qui ici. Bon, on doit pouvoir couper par là, j'imagine. Et puis, je trouve quand même unam, aliam, terratiam, sur lesquels nous reviendrons, qui semblent liés les uns aux autres et qui permettront aussi une division. Bon, il va falloir faire le tri entre tous ces indicateurs. Continuons un petit peu. Alors regardez ma légende, vous faites une impression écran si vous le voulez, pour ne plus vous perdre. Je souligne les sujets, je mets les verbes en rouge, le nominatif je mets rien, l'accusatif est en bleu comme vous le voyez là, unam, aliam. Les génitifs comme quorum qui est un génitif féminin pluriel. Génitif étant, je sais pas comment s'appelle cette couleur en bleu clair. Les datifs, il n'y en a pas ici, c'est un violet, je crois que c'est du violet. Ablatif, les ablatifs sont jaunes. Je les ai mis en jaune, voilà. On a lingua nostra. Alors non pas que je connaisse pas les couleurs, mais c'est leur nom qui m'échappe régulièrement, il n'y a rien à faire. Bon, j'ai essayé des milliers de fois de m'y mettre, mais je n'y arrive pas. Je ne retiens pas les noms, sauf des tons vraiment très principaux et très clairs. Je vous remets ce petit paragraphe, ce petit bout, et là, je vous l'ai séparé en plusieurs parties. Alors, j'ai fait deux choses. Un, j'ai séparé effectivement en plusieurs parties. À chaque retour à la ligne, vous avez une, si je puis dire, une espèce d'unité de sens. On va le dire comme ça. Une ou plusieurs, en tout cas, qui font cohésion. Première chose. Deuxième chose, j'ai remis des mots entre parenthèses. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Là, il n'y en a pas beaucoup. Je l'ai fait parce que ce sont des mots que César n'a pas pris la peine de répéter. Moi, je vous les ai remis pour que vous ne soyez pas perdus du tout. Prenons le début. Gallia est omnis divisa in partes tres. C'est pratiquement transparent. Gallia, et je vous le mets en dessous, c'est la Gaule. Bon. La Gaule n'est pas toute seule, la Gaule n'arrive pas toute seule. Vous avez omnis, omne, vous prêterez attention à la déclinaison de omnis sur laquelle nous reviendrons après. Omnis que vous traduirez par tout ou par chaque et que vous ne confondrez pas avec tortus que je vous mets ici, bon, qui déjà est un adjectif de première classe, tortus, torta, tortum, qui se décline comme bonus, et tortus a le sens d'entièreté. Donc faudrait dire à ce moment-là la Gaule entière. Bon. Ici on traduit simplement par omnis Gallia, toute la Gaule. Toute la Gaule est divisée en 3 parties. Très bien. Bon, faisons quand même une analyse un petit peu plus approfondie. C'est ce qui vous différenciera du commun des mortels, cette analyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire très rapidement? Très rapidement, trestria fait partie des adjectifs numéraux qui se déclinent. Vous irez dans la grammaire pour voir comment il est. J'ai d'abord au niveau du verbe une espèce d'ambiguïté. Je me pose une question. Est-ce qu'on a affaire au verbe être, suivi de divisa, qui est un adjectif issu d'un participe, parce qu'ici, divisa, dans le dictionnaire, quand je cherche, je tombe sur divido. Divido, dividis, dividere, divisi, divisum. Bon. Diviser, partager. On me dit que ça prend un adjectif, un accusatif, excusez-moi, ou un groupe prépositionnel introduit par in. On peut diviser quelque chose, accusatif plus in. En combien de parties? Bon, très bien. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'ai est avec un adjectif, c'est-à-dire qu'on a pris divisum, le participe, on en a fait un adjectif, c'est très courant. Et à ce moment-là, je traduis par du présent. La Gaule est divisée, comme on aurait la Gaule est grande, la Gaule est petite, peu importe. Soit, petit p, je me dis, est divisa est un verbe conjugué. Il est donc conjugué à la voix passive et au parfait.
ce qui devrait donner toute la Gaule a été divisée. Normalement, ça devrait donner ça. Toute la Gaule a été divisée en 3 parties, sauf que par la suite, j'ai des présents de l'indicatif. Incolunt, appellantur, ce sont des présents. Alors, appellantur est à la voix passive, incolunt à la voix active, mais le temps reste le même. Bon, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que on voudrait que ce soit un verbe être au présent et puis un adjectif participe. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'on a bien un parfait. Et on a même un parfait proprement dit. C'est-à-dire que c'est un parfait qui dit le résultat d'une action. Bon, si elle est divisée en 3, c'est qu'elle a été divisée en 3, qu'elle l'est toujours. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on va traduire ce parfait par un présent. C'est quelque chose qui, dans un texte historique, avec des présents par la suite, est naturel. Ça n'est pas du tout étonnant. Gallia est omnis divisa, donc toute la Gaule est divisée. In partes tres en 3 parties. Je fais une petite remarque là-dessus. Alors, il est vrai que dans le dictionnaire, on me donne la construction, les choses sont assez simples, on me dit qu'on prend un in avec un accusatif. Très bien. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Ce que je veux remarquer outre cela, c'est que lorsque vous traduisez du français vers le latin, là je le dis pour les gens qui se préparent au concours, souvent vous mettez des voix passives, en veux-tu, en voilà, vous faites de la mécanique, sans vous rendre compte de 2 choses. D'une part, que parfois le verbe existe à la voix active, mais pas à la voix passive en latin. Ça, c'est une erreur qui revient très souvent. Deuxièmement, même si le verbe existe à la voix passive, bon, au niveau de la complémentation, c'est un peu compliqué. C'est pas évident, on peut pas mettre ce qu'on veut, vous êtes bloqué, vous êtes stressé, les choses sont brouillées. Alors, il y a une solution qui est très simple, c'est que quand un verbe n'accepte pas de complément, n'accepte plus parce qu'on l'a passé à la voix passive ou qu'il n'en accepte pas ou autre, il y a une astuce qui consiste à mettre un groupe prépositionnel, in parte stress, qui va pallier ici à la complémentation. Et oui, parce que un verbe comme celui-ci, à l'aoriste, au parfait, euh, peut conserver une complémentation, comment dire. Non, excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller, excusez-moi, oubliez ce que je viens de dire. Oubliez, voilà, on passe à la suite. Donc, la Gaule est toute divisée en 3 parties. Hop, phrase suivante. Alors là, j'ai divisé mes subordonnées en 3 éléments. La première, quorum unam incolunt belgae. La deuxième, aliam aquitani. J'ai rajouté plus de mots, dis donc, que de mots qu'on avait au départ. Et la troisième, tertiam, qui ipsorum lingua Celtae appellantur nostra Galli incolunt. Alors, ce qui se passe, c'est que visiblement César nous divise notre Gaule en 3 parties. J'ai plusieurs verbes pour ce faire, et en fait, on pourrait penser que chaque verbe est à l'intérieur d'une proposition, si je puis dire, d'un grand bloc de ma phrase. Les choses sont un peu plus fines que cela. Ce qui permet de diviser la phrase, c'est unam aliam tertiam. Prenons le début. En 3 parties, quorum unam partem, une partie, sous-entendu, incolunt belgae. Littéralement, je lis les Belges, belgae. Belga est au féminin. Vous avez des noms A qui sont féminins, rappelez-vous, des noms d'arbres, des noms de métiers, mais il y a des noms de peuples aussi, ce sont des exceptions. Ici, ça ne pose pas de problème. Les Belges incolunt habit, je vous mets le vocabulaire là, hein. Les Belges incolunt habit, troisième conjugaison. Unam habite quoi? Une unam qui est à l'accusatif, quorum d'elle.
la Gaule est divisée en 3 parties, les Belges habitent une d'elles, et je dirais même plus, comme disait Dupont, une d'entre elles. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Quorum est un pronom relatif. Il introduit une proposition relative. Bien. Un pronom relatif qui ici est au génitif. Donc c'est qui, quae, quod, qui est au féminin, qui est au pluriel et qui est au génitif. Rappelez-vous que le genre et le nombre dépendent de l'antécédent. Le genre est féminin et pluriel. Je cherche ce qui est féminin pluriel avant. C'est pas très difficile. On a les partes stress, les 3 parties. Ok, très bien. Et l'antécédent d'ailleurs est... on le retrouve par le biais de unam. Il y a une reprise supplémentaire. En plus de... Voilà, en plus du pronom relatif, César est particulièrement clair dans le texte. C'est pas l'habitude du latin d'être aussi clair. Donc, j'ai mon pronom relatif, dont une, il est au génitif. Le génitif, le cas du pronom relatif, dépend de sa fonction dans la proposition. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, les Belges habitent une d'entre elles, une partie d'elles, littéralement. Bon. Alors, je vais éviter de traduire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais traduire par dont la Gaule est divisée en 3 parties, dont une que les Belges habitent. Je peux dire ça. Dont une que les Belges habitent. Je n'ai pas la même structure en français et en latin. Ma bonne mise en français donne une structure différente. Dont une que, j'ai une double subordination. J'ai dont et j'ai que. Voilà, en français, je suis obligé de faire ça. Parce que sinon, dont une, les Belges l'habitent, bon, c'est un peu difficile. J'ai unam. Unam, vous remarquez que je n'ai pas traduit unam par une seule. Ici, c'est un cas particulier, dans le contexte, on n'a pas besoin. Le plus clair du temps, on traduit par un seul, une seule. Ici, on n'en a pas besoin. Deuxième structure, aliam, aquitani. Aliam, je vous le mets en dessous, alius, alia, aliud, le pronom indéfini, qui permet de dire l'un, l'autre, un autre, etc. et qui a la particularité, contrairement à alter, alter, de faire une véritable énumération. Je peux aller l'un, un autre, je peux aller loin comme ça. Alors que alter, alter, c'est l'un ou l'autre. Point. Bon. Aliam partem, une autre. Une autre, des Aquitains. Littéralement, une autre les Aquitains. Alors si je complétais absolument tout, je me retrouverais avec dont, et je me retrouverais avec la même chose, les Aquitains, incolunt habit, une autre partie, d'entre elles, parmi elles. Alors, c'est un génitif partitif. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est un génitif partitif, parmi. Partitif parmi, ok? Alors nous, on va faire comme César pour la traduction, on va traduire ces deux mots-là. Donc je me retrouve avec toute la Gaule est divisée en 3 parties, dont une que les Belges habitent, l'autre les Aquitains. Ça va très bien comme ça. Tertiam, la troisième. Ah, alors, la troisième. Comment je fais? Là, je me retrouve avec quel verbe? Avec appellantur. Appellantur qui est un verbe à la voix passive, à la troisième personne du pluriel. On peut choisir souvent le pronom on pour traduire ces impersonnels, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que je me débrouille ici? Je suis un peu gêné, je suis un peu bloqué. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est? C'est un pronom relatif qui est au masculin, au pluriel et au nominatif. Nominatif, pourquoi? Parce qu'il est sujet dans la proposition relative, sujet du verbe, très bien. Mais du coup, je dois chercher un masculin pluriel avant. C'est du féminin.
J'ai Aquitanie, mais bon, visiblement, Aquitanie concerne cette section-là, si vous voulez. Concerne cette section. On va pas reparler des Aquitains, on sait qu'ils habitent là. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe, c'est que j'ai affaire, comme je vous l'indique ici, à une proposition relative particulière, qui est la proposition dite prédicative, qu'on retrouve en français dans l'expression qui aime bien châtie bien. Dans l'expression, alors je fais un rappel, qui aime bien châtie bien, vous avez deux verbes, aimer, châtier. Quel est le sujet du verbe aimer? Qui. Quel est le sujet du verbe châtier? Qui aime bien. Tout ça est le sujet du verbe châtier. Comme si le pronom qui transformait toute cette structure en un gigantesque nom commun qui servirait de sujet au verbe. Le aimant bien châtie bien. Voilà ce qu'on doit entendre. Le aimant bien châtie bien. Je vous laisse revenir au cours des grands débutants pour en savoir plus. En latin, on retrouve la même chose. Qui bene amat, bene castigat. D'ailleurs, ça vient de là. C'est une formule d'auteur comique et même une défense d'auteur comique. Alors quel est l'antécédent de qui? Eh bien en français on peut sous-entendre que on aurait celui qui aime bien châtie bien, que j'ai retranscrit en latin par is qui, le fameux is ea id, is qui bene. Bon alors qu'est-ce que ça donne là? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien ceux qui sont appelés Celtes, Celte qui va être au nominatif. Ceux qui Celtes sont appelés, si vous voulez, ceux qui sont appelés Celtes. Lingua ipsorum. Alors, lingua est un ablatif. Et là, tout de suite, vous vous dites, ah, ablatif, verbe à la voix passive, c'est un complément d'agent. Ceux qui sont appelés Celtes par la langue de ipsorum, on va y revenir, c'est une expression de la possession. Lingua est en fait un complément de moyen. C'est un complément de moyen. Faire de lingua un agent, faire de lingua quelque chose d'actif, dans un texte aussi concret, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On va plutôt dire ceux qui sont appelés Celtes au moyen de la langue, au moyen, lingua, au moyen de la langue ipsorum, de ipsorum, ipse, ipsa, ipsum, pronom démonstratif qui n'est pas spécifique de la première, deuxième ou troisième personne. On dit me ipse, on dit se ipse, lui en personne. Ici, il est au génitif, mais on a un génitif de possession, la langue de eux, d'accord? La langue de eux, c'est-à-dire leur langue. C'est une manière extrêmement latine d'exprimer la possession. Et ce ipsorum va s'opposer au nostra lingua, notre langue qui est en dessous. On a vraiment une opposition forte. Donc on va dire ceux qu'on appelle grecs dans leur langue et nostra lingua galli et qu'on appelle gaulois dans la nôtre, on pourrait dire dans la nôtre, comme ça marcherait très bien, incolunt, habite, tertiam, la troisième, tertiam accusatif, complément de incolunt, toujours. Incolunt, il a ces trois compléments communs, unam, aliam, tertiam. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, bon d'accord, j'ai un verbe ici, qui est au début, qui est le plus important. La Gaule est divisée, mais en fait, le verbe qui structure ma phrase, c'est incolunt et ses trois compléments. Unam, aliam, tertiam. D'accord? Vous revoyez ça si c'est un peu confus. L'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut y revenir tant qu'on veut. Phrase suivante. Hi omnes lingua institutis legibus
interse differunt, gallos abaquitanis garunda flumen, abelgis matrona et sequana dividit. Je vous rassure, c'est plus simple. Alors, je cherche mon verbe, on prend la première phrase, elle est courte, mon verbe est à la fin, differunt. Le sujet de mon verbe, qui donc doit être un nominatif pluriel, est omnes, i omnes. Le complément, alors, complément, qu'est-ce que j'ai comme complément? Principalement, j'ai ce que j'ai mis en jaune, un ablatif, qu'on appelle un ablatif de point de vue. Donc, eux tous diffèrent entre eux. Je vous fais un rappel sur i avec ox, c'est un pronom démonstratif, d'accord? De première personne. Iclibère signifie, on peut traduire Iclibère par mon livre. Et il est formé de deux choses, de l'anaphorique i, c'est-à-dire qu'il reprend quelque chose de précédent, donc les peuples, et il y a un suffixe que qui en a fait un déictique. I omnes, eux tous, differunt, eux tous, diffèrent, qui est formé de 10 et du verbe ferro, qui signifie littéralement porter en différentes parties. Eux tous diffèrent interse, les uns des autres. Lingua institutis legibus, ce sont des ablatifs. Ils diffèrent au regard de, sous l'angle de, c'est ce qu'on appelle un ablatif de point de vue, d'accord? Ils diffèrent au regard de lingua, la langue qui est au singulier, institutis, qu'on pourra traduire, oui, par les institutions ou bien par les gouvernements, legibus, qu'on pourra traduire par les lois, mais aussi par le droit. Et lex, c'est d'abord le droit. I omnes lingua institutis, très bien, on prend la suite. Gallos abaquitanis garunda flumena belgis matrona et sequana dividit. Alors vous voyez ce ab et ce a, vous vous dites bon, est-ce que j'ai un verbe à la voix passive? Dividit, ça n'est pas le cas, donc ce ab avec un ablatif a un sens très 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 simple. Un sens de séparation que vous pouvez déjà deviner. Ces phrases sont assez simples. Vous avez un sujet qui est ici garumna flumen, deux sujets en commun pour un verbe. Rappelez-vous qu'on a en latin des structures de type urbs Roma, c'est-à-dire deux noms qui sont apposés, littéralement la ville Rome, et en français on dira simplement Rome. Garumna, c'est la Garonne, on dit chez les Romains le fleuve Garonne. Je regarde dans mon dictionnaire, très important, réflexe, regardez le verbe dans le dictionnaire et dites-vous, et repérez les compléments de ce verbe. Ouvrir un dictionnaire, je le répète encore et encore, ne se limite pas à trouver le sens. Il faut trouver la complémentation, les constructions types. Parce que parfois vous avez un ablatif, un datif comme ça au milieu de tout ça, vous cherchez des heures. Ce que ça peut vouloir dire, c'est simplement le complément du verbe, c'était écrit dans le dico, il n'y avait rien à réfléchir, vous perdez une demi-heure là-dessus. Bon, divido, qui pour la petite histoire est formé de 10 et wido, quoi qu'on n'ait pas, regardez, j'ai mis à côté de wido non attesté en latin. On suppose que ça vient d'un wido ancien, mais c'est une hypothèse. Séparé. Il a deux compléments, aliquem, abaliquo, c'est ce qui est dans le dictionnaire. Ça veut dire qu'il a un complément à l'accusatif, séparer quelque chose, abaliquo, de quelqu'un. On parle d'ablatif de séparation, dans la carte grimale entre autres. Bon, c'est un ablatif de distance, dirons-nous. La Garonne, dividit, sépare, accusatif, gallos, les Gaulois, abaquitanis des Aquitains. Matrona sequana, la Marne et la Seine séparent, toujours mes Gaulois, des Belges. Je reprends, en haut. Non, je reste ici pour pas vous perdre, je reprends. La Garonne sépare les Gaulois des Aquitains, la Marne et la Seine des Belges. Bien. Alors, j'ai une phrase un peu plus longue, je l'ai coupée ici.
Je l'ai coupé, et puis on reviendra sur la suite au fur et à mesure. Horum omnium, on retrouve ce hic avec hoc en début, en tête de phrase. Horum omnium fortissimi sunt belgae, propterea quod accultu atque humanitate provinciae longissime absunt. Stop, j'arrête là. J'arrête là, je vois deux verbes. Alors ici, on a une structure qui est vraiment produite jusque-là au fur et à mesure. Ça se suit très simplement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Horum omnium, petite remarque dans l'immédiat sur omnis, sur la déclinaison de omnis. C'est un génitif en ium. Rappelez-vous, je vous laisse revoir la déclinaison de omnis. Bon, je cherche mes verbes en tout cas. Ici j'ai sunt, tout simplement, j'ai sunt. J'ai absunt, très bien, et puis entre les deux, qu'est-ce que j'ai? J'ai une conjonction de subordination, propterea quod, très classique, qui signifie particulièrement parce que, donc je peux déjà retrancher ici encore. Les Belges, belgae sunt, sont fortissimi, adjectif attribut du sujet, fortissimi, mais surtout superlatif, les plus courageux, pas les plus forts, les plus courageux, c'est un faux ami. Horum omnium, d'entre eux tous. Le génitif ici est un complément du superlatif, je vous le note là. Je vous le note là. Sachez que le complément du superlatif, au départ, c'est simplement un génitif partitif. C'est le plus fort d'entre tous. Donc c'est le plus fort de eux tous. Voilà, c'est un partitif à la base. Donc les Belges sont les plus courageux d'entre tous, ou alors je pourrais, pour faire comme César, retrouver son rythme de phrase, parmi eux tous, les Belges sont les plus courageux. Propterea quod, particulièrement parce que quoi? Absunt. Absunt, un verbe être à la troisième personne du pluriel, être éloigné de, qui est composé de ab avec esse, et qui est le seul composé, enfin, les composés au verbe être prennent un datif, hein, on vous le répète tout le temps, mais ab esse, il a un ablatif. Absunt, bon, je cherche un sujet, nominatif pluriel, je cherche... Les provinces, je vous rassure tout de suite, c'est pas ça. Vous pouvez essayer avec les provinces, ça va pas donner grand-chose. Si je ne trouve pas de sujet dans ma proposition subordonnée qui commence là, qu'est-ce que je fais? Je remonte à la principale et je reviens sur mes Belges. Bon, particulièrement parce qu'ils sont éloignés. Absunt, ils sont éloignés de qui, de quoi? Accultu, atque humanitate. Alors acque, c'est une conjonction de coordination, c'est un et, mais qui met de l'intensité, qui rend avec un renforcement, d'accord? Et même. Bon. Comment je traduis tout ce groupe prépositionnel? Cultu, du verbe colo ou incolo qu'on a vu tout à l'heure, c'est un nom d'action pour cultiver. Et humanitate, c'est plutôt les mœurs. Donc on va dire, ils sont languissime, très éloignés, particulièrement éloignés de nos mœurs ainsi que de nos coutumes, et même de nos coutumes, et même des coutumes, pardon, provinciae, de la province. Provincia, la province, c'est celle par excellence. C'est la province italique, la province de Rome. Enfin, Rome, c'est le Lazio, mais c'est la province italique, la péninsule italique. Languissime. Languissime, je m'arrête une petite seconde, est un adverbe d'éloignement qui est formé sur l'adverbe langue, d'accord, qui est figé à l'ablatif. Je vous le mets ici, langue signifie au loin, d'habitude. Ou alors, on peut dire de loin. Ah, il est grand, langue est de loin, hein, par rapport aux autres. On peut le mettre comme ça ici. Si on a langue ici, mais ils sont, alors particulièrement parce que ils sont
extrêmement éloignés, ils sont très éloignés des mœurs ainsi que des coutumes de la province. Donc eux, ils sont d'une virilité exacerbée. Ces notions de virilité, féminité vont revenir. Et ils sont vraiment, parce que eux, ils n'ont vraiment rien. Ils sont complètement à l'opposé de nous. Nous, on a quand même un minimum de raffinement, même si on fait la guerre, les Romains, qu'on est balèzes, attention. Alors, Minimeque, on continue. Minimeque adeos mercatores saepe comeant atque eaque ad feminandos animos pertinent important. J'ai fait une grosse faute, je vous ai mis mercatores en bleu. Ne mettez pas mercatores en bleu, mercatores n'est pas un accusatif, c'est un nominatif. C'est un nominatif. Bon, là, ça c'est pas bien. Bon, ça non plus c'est pas bien. Désolé. Même Homère d'or, la grosse excuse. Avant de vous mettre le vocabulaire, je peux déjà trancher ma phrase. On regarde ce qui est en haut, là, on regardera en bas après. On regarde ce qui est en haut, j'ai un coué qui remplace le et, et j'ai encore un atque après. Les conjonctions de coordination en latin, ainsi qu'en français la plupart du temps, ont ce grand intérêt de permettre de ne pas répéter ce qui est avant. C'est-à-dire que César nous dit que c'est les plus courageux, particulièrement parce qu'ils sont éloignés, et parce que, ok? Sauf qu'il va éviter de répéter proptere quod, qui est une formule très lourde, la donner une fois, c'est suffisant, ça y est, on a compris, César, t'as appuyé comme il fallait. Donc comment on fait? On met une conjonction, simplement. En français, on rajoutera parce que. Mais il suffit de mettre que en latin. Donc ce que remplace en quelque sorte proptere quod. Là, j'aurais pu l'enlever presque. J'aurais pu mettre ou encore et proptere quod mercatores, qui est sujet minime saepe comeant ad eos. L'ordre des mots est troublant ici. Minime va avec saepe. On va regarder ça. On regarde ça tout de suite. On regarde ça tout de suite. Alors, que je vous expliquais, tout ça sortait. Mercatores, c'est sujet du verbe comeant. Alors, comeant, ceux qui sont super forts en conjugaison vont dire « Ah, je sais, c'est un subjonctif conditionnel, ça doit être un verbe de la deuxième conjugaison comme déléo qui donne déléam, déléas, déléat, etc. » Regardez le dictionnaire au cas où. Demandez-vous ce que ça donnerait. Effectivement, avec quod, on peut avoir des subjonctifs. Alors là, c'est encore pire parce que ça pourrait donner quelque chose. Mais dans mon dictionnaire, qu'est-ce que je vois? Je vois comme méo, comme méas, comme méare. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai un verbe du premier groupe, mais mon verbe du premier groupe a un radical qui se finit en e, et qui fait croire, quand on le conjugue au présent, comme méo, comme méas, comme méat, qui pourrait faire croire que j'aurais un subjonctif, comme déléam, de deuxième conjugaison. Ben non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On va le traduire par le verbe aller, désolé. Parfois, il y a des pièges qui sont vraiment idiots en latin, et on tombe dedans, les deux pieds d'un coup. Bon. Particulièrement parce que mercatores, c'est les marchands. Les marchands viennent. Alors, mais devant venir, j'ai minimé. Minimé est un superlatif, ce qui veut dire le moins, qui est utilisé dans les constructions au superlatif pour montrer l'infériorité. Je vous laisse revoir le cours. Mais ici, minimé porte simplement sur sa épée, et l'ensemble minimé sa épée signifiera le moins souvent. Minimé ne porte pas sur le verbe. Voilà, je vous ai mis minimé, adjectif oppositif. Pour dire ne pas du tout, on pourra dire nemo ou bien nihil. C'est souvent ce qui est utilisé. Nemo, rappelez-vous, comme le petit poisson, nemo est utilisé pour un vivant, un être animé, une personne. Nihil, c'est pour les choses. Donc on va dire, parce que les marchands viennent le moins souvent ad eos chez eux.
icéaïde à l'accusatif, c'est un accusatif ad avec un accusatif dit de destination, qu'on peut traduire comme presque comme un à poudre, ça change pas grand chose, on va dire chez eux au lieu de vers eux, c'est quand même un peu plus simple. Atque, alors là mon atque, qu'est-ce qu'il reprend? J'ai encore ce et. Et donc, importante, quel est le sujet? Ben, c'est les marchands qui importent. Et donc, importante minimisa épée, et importe, le moins souvent, ea quae pertinet ad effeminandos animos. Et importe, ea quae, littéralement, ces choses-là que, quae reprend le neutre pluriel ea, ces choses-là que pertinent qui touchent littéralement à des feminandos animos, à les âmes efféminables. Oh là, est-ce que j'ai mis d'autres explications après? Oui, j'ai mis d'autres explications, très bien. J'en ai mis d'autres, comme ça. Alors si vous n'avez pas eu le temps, je vous remets ça 2 secondes. Je commence par préciser la macrostructure. Icéaïde. Icéaïde, je vous le donne là, c'est un démonstratif de troisième personne. Ok? Un démonstratif non réfléchi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ea ne renvoie pas au sujet de importante. Sinon, si j'avais un réfléchi, ça voudrait dire que les marchands s'importent eux-mêmes. Non, c'est pas. Non, ils importent d'autres trucs. Voilà. Importat ea. Ils importent ces choses-là. J'ai un autre pluriel. On est dans le vague. Mon autre pluriel, c'est comme une espèce de coquille vide qui reçoit des choses, soit ce qui a déjà été dit, anaphorique, soit des trucs qui vont être dits. On va le remplir à un moment ou à un autre. On le remplit ici très classiquement par une proposition relative, quoi, et pertinente. Bon, ces choses-là que, au lieu de dire ces choses-là en français, je vais d'ailleurs directement traduire par ces marchandises, par exemple. Ces objets de vente, peu importe. Ok, importer, je vous le mets là. Et deuxième chose, deuxième élément pour la structure, ea est le complément de important. Porter dans, importer. Bon. Et je vous mets quoi? Je vous mets que c'est un accusatif d'objet interne, ou encore un accusatif de relation. Il y a des grammaires qui font des différences. Honnêtement, bon, cela nous importe peu pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon ea est vide de sens, comme je vous le dis. Il est vide, mais pas entièrement. Importer des choses signifie littéralement, si je mettais un point, j'enlève ça, ça signifierait littéralement importer des objets d'importation. Le sens qui est en teinte, qui est en fond pour ea, se trouve déjà dans le verbe. D'accord? Dans ce cas de figure-là, on dit qu'on a un accusatif d'objet interne. Mon objet, là, ici, en fait, il est virtuellement il est lié très fortement au verbe. Je ne refais pas toute l'explication sur l'accusatif d'objet interne. Mais il faut l'avoir en tête. L'exemple à retenir, c'est oui, winre, oui, beatam. Oui, winre, beatam. Vivre une vie heureuse. D'accord? Vivre une vie heureuse, là c'est le même système. Vivre une vie, mon complément ne me donne pas d'informations. Mais il est lié. Il est lié. C'est une structure qui existait au départ pour les verbes qui n'avaient pas de complément justement et qui permettait de les complémenter. Alors, vous irez revoir le Itgaoudéo Quod dans les cours. On a ça, voilà, Itgaoudéo Quod aussi. Je me réjouis en cela que c'est le même système qui est employé. Bon, importer ces choses, pertinéo, avec ad, signifie tendre à, aboutir à, c'est-à-dire viser à. Ils importent le moins souvent ces marchandises qui visent à, qui conduisent à, effeminandos, animos,
à efféminer animus, les courages. Animus a le sens de courage, d'accord? Je vous rappelle qu'ici, on a affaire à un adjectif verbal. L'adjectif verbal désigne au départ une qualité temporaire, une âme efféminable, une âme qui peut être efféminée. Littéralement, au début, c'est ça. Ici, on va le traduire différemment. On va le traduire par pour efféminer une âme, qui vise à efféminer une âme. D'accord, je vous renvoie encore au cours pour ça. On passe à la suite directement. Proximique sunt Germanis qui transrelum incolunt quibus cum continenter bellum gerunt. Proximus. Toujours secoué et particulièrement parce que Proximus est un superlatif. Est-ce que je vous le mets là directement ou pas? Mes notes, voilà, datent un peu, c'est-à-dire de 2 semaines, je suis comme un poisson rouge, j'ai déjà tout oublié. Alors, Proximus, 2 choses, 2 remarques. C'est un superlatif. Le superlatif de propinquus, dont le comparatif est propior. Propinquus, propior, proximus, c'est-à-dire littéralement le plus proche. Ce qu'on peut faire dans ce genre de texte-là géographique, c'est de traduire par Proximus par les voisins. C'est tout à fait envisageable, ils sont juste à côté. Leurs voisins directs, leurs voisins immédiats, si vous voulez. Ok. Et Proximus, ou Propinquus, est un adjectif qui demande un complément au datif. Il demande un complément au datif. Le complément, c'est Germanis. Ça, si vous ne le savez pas, vous regardez Germanis, vous vous dites, bon, c'est quoi, c'est un datif, c'est un ablatif, c'est un datif éthique, c'est quoi, c'est du point de vue des Germains. Perte de temps sèche, ça c'est clair et net, et en plus ça énerve, et on en a marre, et on comprend pas comment l'auteur a fait, voilà, vous reprenez votre dictionnaire, il y a un complément que vous avez loupé, c'est tout. C'est pas compliqué. Et parce qu'ils sont les voisins des Germains, les plus proches des Germains, Germani, qui, je vous ai remis entre parenthèses Germanie, donc qui reprend non pas les Belges, mais les Germains. Incolunt transrelum, ben oui, on sait déjà où les Belges habitent. Donc il va pas nous le répéter, c'est des Germains qu'on parle. Ça, c'est le problème du thème. Pour savoir de quoi on parle, il faut revenir. Du thème, je veux dire du thème à l'intérieur du texte, cette fois-ci. Hein, de la thématique, je veux dire thématique du texte. On est tellement dans le texte qu'on ne comprend plus de quoi ça parle, et puis on loupe des changements de thématique, comme ça. Qui habite transrenum au-delà du Rhin, trans comme transitif, transité, qui demande un accusatif, au-delà du Rhin. Quibuscum, avec qui? Avec qui le cum, attention, est enclitique. Il est après quibus. Quibuscum, continenter, continuellement. Continenter, guerrere bellum est une expression toute faite qui signifie soit déclarer la guerre, soit faire la guerre, soit porter le conflit à tel ou tel endroit, d'accord? Donc ce qui nous donne, et parce qu'ils sont les voisins des Germains, ou parce qu'ils sont très proches des Germains, qui vivent au-delà du Rhin, et avec qui ils font continuellement la guerre. Et là, vous voyez, il y a un point, mais en fait, on devrait pas mettre un point. Si, je me suis Helvetii, quoi. Si, on devrait mettre un point. Ça a été une très bonne idée de mettre un point. Excusez-moi, je confonds avec la suite du texte. Quod causa Helvetii quoque relicos Gallos virtute precedunt, quod fere quotidianis proelis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi neorum finibus bellum gerunt. Vous me voyez venir avec les accentuations, out, ici et là. On commence à avoir l'habitude à repérer nos cum qui permettent de trancher la phrase, à repérer un quod ici pour trancher. Et en tête de phrase, qu'est-ce que j'ai? J'ai un quod causa. Ah, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Bon, en dessous, je vous mets les couleurs.
Je cherche mes verbes, precedunt, contendunt, prohibens, gerunt, tous à la troisième personne, au présent. Il y a des chances pour qu'on parle des mêmes, il y a de grandes chances. Mais allons-y sur la pointe des pieds quand même. Precedunt, bon. J'ai cherché des sujets, en tout cas pour en être sûr, et effectivement, j'ai peu de mots qui sont sujets des verbes, j'ai l'oueti, hein, les helvètes, et puis visiblement j'ai ipsi, j'ai une reprise là. Donc Elueti m'a l'air de bien être le sujet de tout ça, d'accord? Et puis tout ça m'a l'air d'être relativement correct. Mes verbes ont des compléments, je les vérifie dans le dictionnaire, j'ai des accusatifs. Allons-y. Allons-y, allons-y. Quoi des caous, ça? Je suis allé trop loin avec mon jaune. Là, j'en ai pas mis. Il faut pas mettre de jaune là, je suis allé trop loin. C'est le sujet. Sujet comme ça, à l'ablatif, non, enfin, non, ça veut rien dire. Quoi des caous, ça est un ablatif absolu. Je vous rappelle qu'un ablatif absolu est une structure à l'ablatif qui généralement contient un verbe. Parfois il n'y en a pas, il est sous-entendu, comme si c'était le verbe être, sauf qu'il n'y a pas de verbe être en latin ou participe. Voilà. Donc, un ablatif, excusez-moi, là il n'y a pas de verbe être, ça reste quand même un ablatif absolu, et le sujet n'est pas à l'extérieur de l'ablatif. Quoi des cas où ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est à cause de ce motif. C'est l'équivalent de D et A causa. D et A causa, à cause de ce motif. En tête de phrase, si on va chercher un peu plus loin, on peut se dire qu'on a ce qu'on appelle un relatif de liaison. Qu'est-ce que c'est qu'un relatif de liaison? C'est un autre cas de figure où mon relatif n'a pas d'antécédent exprimé. Tout à l'heure, on a vu le cas de figure qui aime bien châtie bien. Là, on a un autre cas de figure du quoi en tête de phrase. Alors ici, c'est quoi? Ça pourrait être autre chose. Quoi en tête de phrase qu'on devra traduire par or cela, or ceci. Donc ce quoi impose une certaine variation. Quoi des cas où ça nous le traduirons par c'est à cause de ce motif, c'est à cause de cela, c'est pour cette raison, or c'est pour cette raison. J'ai mis deux fois, c'est une maladie que j'ai de répéter quand je tape des mots, je ne sais pas pourquoi. C'est à cause de cela, quoque est très simple, c'est un adverbe. Retenez que quoque est un adverbe de liaison qui veut dire aussi. Ne vous dites pas, oh là là, quoque, ça doit être, je sais pas, un truc avec quoque. Bon, quoque, adverbe de liaison. Praekedunt a une construction que vous devez connaître. Praekedunt, vous devez la connaître, ça veut dire surpasser. Surpasser prend un accusatif objet tout simple. Il surpasse reliquos Gallos, le reste des Gaulois, avec un ablatif de point de vue, du point de vue de la vigueur, du point de vue de la vigueur sur le plan du courage. Rappelez-vous que la vertu en latin sont des qualités du vir, ce ne sont pas les vertus chrétiennes. Il y a eu resémantisation sous la chrétienté. Ce sont les qualités du vir qu'on traduira par vigueur ou courage. Et ça ira très bien comme ça. Donc je vous mets que praekedo a un sens spatial initialement. Hein. C'est vraiment, vous passez devant, quoi. Vous êtes devant. Et donc surpasser. Je vous rappelle que relicus c'est un adjectif en latin, mais en français on dira le reste de. Il s'accorde avec gallos, avec son. Donc c'est pour cette raison que les Helvètes, les Suisses, surpassent aussi le reste des Gaulois en termes sous l'angle de la vigueur. Quod contendunt cum Germanis fere quotidianis proelis. Alors. Oh, avant, j'ai oublié de vous faire une petite précision, excusez-moi, hein, c'est le premier cours là que je fais comme ça, j'ai un peu la tête ailleurs, je devrais faire des pauses.
Si vous regardez dans le dictionnaire, Kedo, Kedo, qui veut dire céder, n'a pas les mêmes compléments que Praikedo. On dira Kedo aliqui aliquare, le céder à quelqu'un de quelque chose, qui est une formule, s'il est vrai, un petit peu ancienne. Quand vous préverbez un verbe, les compléments peuvent changer. Gardez bien ça en tête, les compléments peuvent changer. Là, j'ai mon prae. Prae, qui d'ailleurs, utilisé seul comme préposition, demandera un ablatif. En comparaison de... Là, c'est la partie un petit peu ennuyeuse, et il faut revoir dans sa grammaire, apprendre par cœur, et puis lire des textes très régulièrement pour que ça vous revienne au fur et à mesure. La grammaire seule ne suffira jamais, il faut lire des textes. Ensuite, quod contendunt cum Germanis fere quotidianis proelis. Le quod le plus simple qui soit, parce que conjonction de subordination pour une subordonnée circonstancielle de cause qui peut prendre un indicatif, qui peut prendre aussi parfois un subjonctif. Quand c'est l'indicatif, c'est que celui qui parle assume son propos. Quand c'est un subjonctif, celui qui parle prend quelques distances. Bon, là on a le cas de figure le plus simple. Cum tendo lutter rivaliser. Donc, parce qu'il lutte, parce qu'il rivalise, cum Germanis, complément d'accompagnement avec un ablatif, avec les Germains, fere quotidianis, fere, retenez-le dès maintenant, presque. Adverbe, presque, qui est incident sur quoi? Sur quotidianis, presque tous les jours. D'accord? Proelis, il rivalise en combat, presque tous les jours, avec les Germains, d'accord? Dans des combats quotidiens. Là, voilà, je vous ai mis une bonne mise en français. Ils rivalisent dans des combats quotidiens avec les Germains, on pourrait le dire comme ça. Ensuite, subordonnées suivantes. On avait des subordonnées relatives, là on a des subordonnées, on a des propositions de subordination circonstancielle. J'aurais dû mettre ça dans les difficultés, je le mettrai sur la vignette. Cum, prohibent, cum avec un indicatif. Alors là c'est pareil, il faut retenir cum indicatif, cum subjonctif. Lorsque ou à chaque fois que, on va mettre lorsque, hein, tout simplement, donc on a une subordonnée de temps. Lorsque mon verbe prohibent, mon sujet, c'est toujours les helvètes, lorsqu'ils interdisent, lorsqu'ils empêchent, lorsqu'ils écartent, qui, eos, eux, qui, eux, suis, finibus, lorsqu'ils écartent, eux, de leurs frontières, ou bien, out, ou bien, je reviens sur out après, Gerum bellunt, lorsqu'ils font la guerre, lorsque eux font la guerre, ineorum finibus, dans le territoire d'eux. C'est terrible en fait, un texte en latin quand on est français, parce qu'on a l'impression d'entendre un petit enfant parler qui dit il, qui raconte une histoire et on comprend rien, c'est il, c'est ton copain Mathéo, c'est toi, c'est qui, c'est machin, en plus il y a un âge où il parle à la troisième personne, avant de dire je, alors on comprend plus rien. Bon, pourtant en latin les choses ont une certaine logique. Je vous mets quoi? Eos vient de Iséaïde. Je vous ai dit que Iséaïde était non réfléchi. Il ne renvoie pas au sujet. Il ne renvoie pas au sujet de quoi? De la subordonnée. Le sujet de prohibent, c'est les helvètes. Lorsque, donc il se tape avec les Germains, lorsque il leur interdit, soit lorsque les Helvètes interdisent, prohibent, eos aux autres, aux Germains, suis finibus. Soit sous, mais réfléchis. Suis renvoie au sujet de prohibent, donc aux Helvètes. Ok? Donc là, les Helvètes protègent finibus leur territoire. Finis, c'est la frontière au singulier, au pluriel, c'est les frontières, donc le territoire. Donc je reprends.
soit lorsque les Helvètes interdisent Eos aux Germains suis finibus leur propre d'entrer sur leur territoire des Helvètes, d'entrer sur le territoire helvète, ok, soit lorsque, out, et vous voyez comme tout à l'heure que j'ai une conjonction de subordination, je ne répète pas cum, de coordination, pardon, je ne répète pas cum, soit ipsigerunt, eux-mêmes, ipsi réfléchis, eux en personne, gerunt bellum, déclare la guerre, in eorum finibus, dont le territoire de qui? Eorum, le territoire des Germains, d'accord? Pas le territoire du sujet de la proposition, le territoire des Germains. Donc soit les Helvètes font la guerre pour empêcher les Germains d'entrer sur le territoire, soit ils font la guerre, cum ipsi gerum bellum in eorum finibus, soit ils portent de leur chef la guerre chez les Germains. Ok, je reprends tout. Ouais, c'est bon. Attendez, je regarde. Ok, très bien. Je reprends tout. Donc pourquoi ce sont les plus balèzes? Or, c'est pour cette raison que les Helvètes aussi surpassent le reste des Gaulois en termes de vigueur, parce qu'ils rivalisent en combat presque quotidiennement avec les Germains, soit lorsque, et il y a une idée de répétition dans lorsque de toute manière, et on la sent déjà en français, c'est pas la peine d'en rajouter, soit lorsque ils interdisent, soit lorsque les Helvètes interdisent leurs frontières, on pourrait le traduire comme ça, ou empêchent les Germains d'aller sur leur territoire, et là on comprend bien en français que ce sont les Helvètes qui interdisent leur territoire aux Germains, donc soit lorsque les Helvètes interdisent leur propre territoire aux Germains, soit lorsque les Helvètes de leur chef portent la guerre dans le territoire germain, chez les Germains. Donc l'un va vers l'autre comme ça en permanence. Est-ce que c'est clair? Petite remarque, je dis est-ce que c'est clair comme si on pouvait me répondre. Dans les commentaires, répondez-moi, est-ce que c'est clair? Petite remarque sur la grammaire, ça me sert de pense-bête, ça c'est bien, ça vous aide, mais ça m'aide surtout comme pense-bête, parce que j'oublie de vous parler de tout. In finibus. In finibus est un ablatif locatif, d'accord? Je vous le rappelle pour l'histoire, un complément circonstanciel de lieu sans mouvement. Et gerere bellum, gero bellum est une expression absolument fondamentale. Bon. Vous avez plusieurs manières de dire ou bien en latin. Sachez que out impose un choix exclusif. C'est soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas d'autre choix. D'accord? Soit l'un, soit l'autre. Ça se dira out. Bien. Allez, on continue. On va y arriver. Eorum, la fin est facile. La fin, c'est de la géographie toute bête. Eorum una pars. Ah voilà, oui, là, il n'y a pas de virgule après una, c'est très bien. Eorum una pars quam gallos obtinere dictum est, excusez-moi, initium capit afflumine Rodano, continetur garum afflumine oceano, finibus belgarum, attingit etiam absequanis et eluetiis flumen renum, uergit. Enfin, ad septentriones. Pars, on retrouve nos pars, nos territoires, on va traduire ça par territoire. On a toute l'extension du territoire ab, ici, ad, d'accord? Je vous remets les couleurs, alors j'ai tout fait d'un coup. Quelle flemme ce prof, dis donc. J'ai tout refait d'un coup. Et là, on a vraiment des segments qui se succèdent les uns après les autres. Ouf, alors soit on n'a pas de propositions, soit elles sont simples. Je vous mets tous les verbes au début. Alors vraiment, là, c'est facile. Et d'ailleurs, César aussi vous met les verbes au début.
atingit etiam, vergit, etc. Bon, regardons ça. Una pars, voilà, vous traduisez par territoire. Una pars eorum quam dictum est gallos obtinere. Une partie eorum, on se retrouve avec tous ces peuples-là. Une partie d'eux, quam dictum est gallos, qu'on a appelé gaulois. Le dictum est. Petit aparté, oui, encore, je sais, mais c'est important, le dictum est, on va le revoir dans des textes qui exposent comme ça les choses, qui font des démonstrations, hein, ou qui font des descriptions. Le dictum est, on doit le comprendre par comme on l'a dit auparavant. Si un auteur vous dit dictum est, et que vous ne comprenez pas, c'est que vous avez loupé quelque chose au-dessus. Et donc, s'il dit dictum est, c'est qu'il est possible qu'il n'ait pas envie de se répéter. Voilà. Donc si vous ne comprenez pas la structure à cet endroit-là, à quoi il fait référence, vous remontez en haut. Alors, comme on a dit, ou on a dit qu'une partie d'entre eux, bon, que une terre, alors, attendez, una pars, c'est bien un territoire, eorum, une terre, obtinere, vous allez le traduire, donc c'est tenir, ob a l'idée de venir à la rencontre, et obuyam avec un datif qui signifie aller au-devant d'eux, à la rencontre d'eux est particulièrement clair. Donc on dira posséder, vraiment occuper, hein, avoir le pouvoir sur le lieu. Donc un territoire d'entre eux qu'occupent, comme on a dit, les Gaulois. Qu'occupent les Gaulois, comme on a dit. On va pas traduire comme ça, hein, on va pas faire ça, pardon. On va traduire par una parserum comme dictum est gallos obtinere. On va traduire par simplement le territoire dont on a dit qu'il était occupé par les Gaulois, ou plutôt, là je force trop le trait parce que je rajoute un complément d'agent en français, donc ça ne va pas et j'en ai pas dans le latin, je vais pas inventer de complément d'agent, je vais dire le territoire dont on a dit que parmi eux, parmi ces peuples, les Gaulois le tenaient. On y est arrivé. Initium capit una pars, reste le sujet. Ça c'est simple. Initium capit afflumine rodano. Initium capit. Capio initium, commencer, expression classiquement latine s'il en est, ceux qui font du thème, vous me notez ça. Initium capit afflumine rodano. On va dire du côté du Rhin. Du côté du Rhin, d'accord? Ah bah vraiment le sens de à partir de, mais là comme on est sur toute une étendue, d'habitude vous traduisez par loin de, mais là on décrit vraiment l'étendue d'un territoire et où il commence. Donc vous dites à partir de, il commence du côté du Rhin. Continetur ganrum flum in oceano finibus belgarum, il se prolonge, contineo, on a vu continenter, se prolonge ou est entouré, on pourrait dire, par quoi? Il est entouré, il est encerclé par la Garonne, l'océan, le territoire des Belges, attingit ad tingo, attingit, il atteint encore etiam, flumen renum, le Rhin, accusatif complément d'objet de attingit, absequanis et eluetis. Et là, vraiment, le groupe prépositionnel avec ab a vraiment le sens très basique, hein, que je vous mets, de du côté de. Il atteint aussi le Rhin du côté des Séquins et des Helvètes, uergitat septentriones, et se tourne, en français on va quand même rajouter une conjonction à la fin, et se tourne vers le septentrion, la constellation. Au nord, bien
au nord. Je vous ai rajouté le vocabulaire ici, addtingo, c'est toucher et atteindre. Le T ici, le premier T vient de ce ad qui s'est assourdi. Le D est une sonore, il s'est assourdi. Il a pris, j'allais dire la coloration, non, la couleur c'est le timbre. Il a pris la surdité, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Du T. Je vous mets pour les curieux que etiam vient de et et iam, premièrement, et puis qu'on le retrouve dans non modo cet etiam, expression que vous connaissez par cœur, et que conteneo donne littéralement contenir, renfermer, donc c'est pour ça qu'on pourra traduire par continetur, on dira pas est renfermé, mais est entouré, et cette fois-ci j'ai bien un ablatif complément d'agent, ce sont des non-animés, je n'ai pas besoin de rajouter ab, un ablatif seul suffit, le non-animé est le plus simple. Septentriones, c'est du sport, hein, vient de septem et trio. Une constellation faite avec 7 et 3 étoiles que je ne connais pas. S'il y a des férus d'astronomie, dites-moi laquelle elle est. Apparemment, elle est utilisée pour désigner le nord. J'ai traduit Vergo par se tourner, ou on peut dire fini vers le nord. Ça signifie s'incliner, pencher. Bon, c'est un vocabulaire imagé pour la géographie en latin. Toucher, être entouré, prendre un commencement. Bon. On continue la géographie. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur. Pertinet ad inferiorem partem fluminis renis. Spectant in septentrionem, on le retrouve, et orientem solem, ça ressemble à l'Orient, ça. Bon, les Belges, tout à l'heure on avait qui? On avait les Gaulois, on passe aux Belges. Oriuntur, littéralement. Les Belges se lèvent. Je vous mets le verbe ici. Retenez ce verbe. Le paradigme, il faut le connaître. Hein. Orior, oreris, oriri, ortus sum. Je sais que les paradigmes des verbes passifs, moyens passifs sont agaçants à apprendre, mais faites-le. Ce qui est agaçant maintenant ne le sera plus jamais si vous l'avez travaillé. Donc littéralement naître, on va dire prendre son origine. Et d'ailleurs, il y a un ablatif cette fois-ci. D'origine. Un ablatif d'origine. Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous voyez ce oriuntur, vous vous dites. Ça doit être un verbe à la voix passive. Bon, très bien. Oh, un complément d'agent ici. Non, je viens de vous dire que quand on a finibus, par exemple, qui est un non animé, j'aurais pas de hab normalement. Je suis pas censé avoir de hab. C'est pas un complément d'agent, ça ne peut pas être un complément d'agent. Si pour vous c'est ambigu, revoyez les compléments d'agent. Donc les Belges se lèvent. Non, on va dire que le territoire des Belges, hein, le territoire des Belges commence, d'accord, ab extremis Galliae extremus. Alors pour les territoires, on se dira que c'est non pas le plus à l'extérieur, mais le plus éloigné, la partie la plus éloignée de quoi? De la Gaule, génitif de superlatif, la partie la plus éloignée avec une structure de type summa arbor. Rappelez-vous, summa arbor ne désigne pas le très haut arbre, mais la partie haute de l'arbre. Donc là, on dira que le territoire des Belges commence à la partie la plus lointaine, j'allais dire Galliae, des Gaules, des Gaules, qui est un génitif partitif et donc superlatif. Pertinent, je vous le mets en dessous, pertineo, qui voulait dire viser à. Là, on prend le premier sens géographique, s'étend. Pertinent, ce territoire s'étend. Bah oui, en français, je vais traduire par un singulier. Si je commence avec un singulier, je traduis par un singulier. J'ai choisi territoire dans ma traduction. Le territoire belge s'étend ad inferiorem partem fluminis reni, sur l'espace inférieur du Rhin, sur la partie basse du Rhin, inferiorem, qui est un comparatif,
D'accord, c'est un comparatif. Attention, ça n'est pas un comparatif de type celui des deux. Celui des deux prendrait un génitif. Je vous laisse réviser ça. Là, c'est vraiment la partie inférieure de quoi? Du rein, tout simplement. Spectant. Spectant in septentrionem et orientem solem. Littéralement, regarde vers le nord. On a in avec un accusatif, rappelez-vous, c'est un accusatif de direction. Dans les deux cas, regarde vers le nord et le soleil, le vent, littéralement, orientem solem, ok? Le soleil, le vent. Rappel, orior a beau être un verbe déponent, on construira le participe avec nt, d'accord, orientem. J'ai beau avoir un participe, il peut accepter un complément. Dans ce cas-là, c'est le même complément que quand il est conjugué. C'est le même. D'accord? Si dans le dictionnaire il y a datif, je mets un datif. Bon. Le soleil. Mais là, en l'occurrence, je suis en train de m'emmêler les pinceaux parce que c'est la fatigue. Orientem est complément de solem et pas le contraire. C'est le soleil, le vent, et pas le vent, le soleil. Voilà, donc c'est le soleil, le vent. Très bien, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Oui, César emploie le verbe specto, qui est un fréquentatif de specchio, peu importe. Les conjugaisons ne sont pas les mêmes, pareil, quand on suffixe, on peut avoir des variations de conjugaison, quand on préfixe, on l'a vu tout à l'heure. Il signifie littéralement regarder, mais on dira que le territoire est tourné. Tourné vers quoi? Tourné vers le nord. Enfin, pour inferiorem, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Inferiorem, inférieur, a donné une forme analogue à inferi ou inferni, qui signifie les enfers, c'est-à-dire les parties basses. Enfin, Aquitania. Agangrum naflumine ad Pyrenaeos montes eteam partem oceani, quae est ad Hispaniam pertinet, spectat inter occasum solis et septentriones. Le verbe c'est là-haut, il faut que j'attende un peu avant de le trouver, ad Pyrénéos, mais en attendant de le trouver, j'ai déjà des groupes de mots qui se mettent en place. Je vois que là j'ai de l'accusatif, eteam partem, donc tout ça, même peut-être ça va ensemble, oceani. Quae est ad Hispaniam pertinet, très courant comme structure, très courant, pas que chez César, d'avoir un verbe principal qui est là, pertinette, et juste avant ce verbe principal, on a une proposition relative. Voilà. Le sujet est en tête. Aquitania. Donc César, pourquoi César est très clair? Parce que mon thème est donné, très simplement à chaque fois. La thématique de qui on parle, c'est donné directement. Aquitania, l'Aquitanie. Pertinette, on l'a vu tout à l'heure, on va dire qu'elle s'étend. Agarumna flumine, à partir de la Garonne, ad Pyrenaeos montes, jusqu'aux Pyrénées, et non pas jusqu'aux montagnes Pyrénées, en français on dit Pyrénées, donc le monde aquitain, le territoire aquitain s'étend de la Garonne aux Pyrénées. Vous voyez qu'en français, je mets deux. La Garonne est jusqu'aux Pyrénées et pas que jusqu'aux Pyrénées. J'ai Am Partem qui est relié par et la conjonction aux montagnes. Donc tout ça fait bien partie du groupe prépositionnel. Et cette partie est Am Partem Océanie. Très simple. Un génitif. Cette partie de quoi? De l'océan. Quae. Quae est un relatif, qui quae quod, féminin, et am partem. D'accord? Cette partie
quae est sujet, sujet du verbe être, qui est ad Hispaniam près de l'Espagne, qui longe l'Espagne, on pourrait dire, qui est près de l'Espagne. Ensuite, spectat, toujours l'Aquitaine, regarde, se tourne, finit. Inter occasum solis et septentriones, entre le soleil couchant et le nord, le septentrion. Alors, là, je vous ai mis, voilà, une petite note. On va faire la différence entre solem orientem, que j'ai traduit par soleil levant, et occasum solis, soleil couchant. En français, dans les deux cas de figure, soleil levant et soleil couchant, levant et couchant sont des participes qui sont adjectifs, d'accord, du nom. Nom, adjectif, très simple. C'est le nom qui fait le noyau. C'est soleil qui est le noyau. D'accord? Soleil levant, soleil couchant. Bien. En latin, c'est bien le cas ici chez César pour solem orientem, qu'on a vu ici, juste avant. Regarde entre le septentrion et le soleil levant. Voilà, ça marche bien. Par contre, occasum solis. Occasus, je vous dis quoi? Je vous dis que c'est un nom d'action. Formé sur occido, c'est-à-dire obcado. C'est la chute physique de quelque chose. Ça peut être la décadence, mais là c'est pas le cas, c'est la chute. Très bien. Là j'ai le contraire, j'ai la chute du soleil. L'Aquitaine regarde entre la chute du soleil et le nord. Et donc mon solis, cette fois-ci, soleil, est complément de occassus. On a la situation inverse. On a le soleil levant, pour solem orientem, et le couchant soleil. Bon, au lieu du soleil couchant. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? En français, ça change pas grand-chose, c'est l'ordre des mots, ça sonne bizarre. En latin, ça change. Là, j'ai solem en accusatif, là, je vous laisse deviner ce qu'on a. Vous allez dans le dictionnaire, à Occido, et vous me regardez quel complément occasum prend, parce qu'occasum garde ses compléments. Ok? Alors, on a terminé, je sais pas combien de temps on a mis, je pense que je vais te mettre cette vidéo en plusieurs parties. On a terminé, je vous remets le texte, ici. De bello gallico. Alors, chose promise, chose due, je vous fais la traduction complète de ce texte en français avec les moyens de traduction que nous avons utilisés jusque-là, d'accord? Et cette fois-ci, mais comme tout à l'heure, en fait, vous allez suivre en latin. Bon. C'est un exercice qui paraît surprenant, en réalité, ça n'est même pas un exercice, il est extrêmement reposant. Et ça va vous donner une satisfaction formidable et un autre regard sur le texte. Vous serez non plus dans la grammaire à ne même plus comprendre ce que vous traduisez, mais bien à l'extérieur à comprendre le texte. Commençons. La guerre des Gaules, livre premier. Toute la Gaule est divisée en 3 parties, dont une que les Belges habitent, une autre les Aquitains, une troisième. Ceux qu'on appelle celtes dans leur langue, gaulois dans la nôtre. Ils sont différents, eux entre eux tous, au regard de la langue, des gouvernements et de la loi. La Garonne sépare les Gaulois des Aquitains, la Marne et la Seine les séparent des Belges. Parmi eux tous, les plus forts sont les Belges, particulièrement parce qu'ils sont très éloignés, considérablement éloignés des mœurs et coutumes de la province italique. Parce que les commerçants viennent chez eux le moins souvent possible et importent ces marchandises-là qui visent à efféminer les courages, et parce qu'ils sont les voisins des Germains qui habitent au-delà du Rhin,
et avec qui ils sont continuellement en guerre. Or, c'est pour cette raison que les Helvètes aussi surpassent le reste des Gaulois en termes de vigueur, parce qu'ils mènent des combats presque quotidiens avec les Germains, soit qu'ils empêchent aux Germains, soit qu'ils interdisent leur propre territoire. Pardon, excusez-moi, je reprends. On va y arriver. Soit que les Helvètes protègent leur propre territoire contre les Germains, soit que de leur chef, ils attaquent le territoire germain. Parmi ces territoires, l'un d'eux, dont on a dit que les Gaulois le tenaient, prend son commencement à partir du Rhin, se prolonge le long de la Garonne, de l'océan, du territoire des Belges, touche au Rhin du côté des Séquins et des Helvètes et se finit vers le nord. Les Belges, le territoire des Belges commence à la partie la plus éloignée à la partie la plus éloignée du territoire de la Gaule, continue sur la partie inférieure du Rhin, se finit entre le septentrion et le soleil levant. L'Aquitaine, excusez-moi, s'étend de la Garonne jusqu'aux Pyrénées et à cette partie de l'océan qui jouxte l'Espagne. Elle finit entre le soleil couchant et le nord. Bravo pour avoir tenu jusque-là et pour avoir supporté mes interminables bégaiements, mes maladresses en tout genre. Je ferai mieux la prochaine fois. Et pour le prochain cours, à bientôt. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Alors je les regarde, je finis toujours par les regarder. Il m'arrive de ne pas me connecter pendant plusieurs jours, mais je finis toujours par les regarder. Merci encore d'avoir suivi ce cours et à la prochaine fois.